en train de Bon, faire un... alors, l'objet de cette première formation s'inscrit dans une série de formations qu'on est en train de mettre en place. C'est une série de formations sur la question de l'accompagnement de l'entrepreneur. Donc, c'est destiné principalement à ceux qui font de leur métier l'accompagnement de l'entrepreneur. Et c'est le, l'échange du savoir que nous, on a accumulé là-dessus à tout le monde dans un modèle d'open source qui nous est très cher. On a décidé de commencer par la question finalement qui était la question la plus entendue à partir du moment où on travaille avec des startups, donc qui est la question de j'ai besoin de lever des sous. J'ai besoin de lever des sous, j'ai besoin de trouver des investisseurs, je suis quasiment prêt, mais tant que je n'ai pas un minimum, je ne vais pas pouvoir lancer ma boîte. Donc, une demande qu'on a fréquemment de la part des start-upers, qui est de trouver des ressources financières. En ce qui concerne les start-upers, le principal point qu'on voit avec eux, avec la question de l'association, qui fera l'objet d'une autre séance. Donc pour l'ensemble de ces formations, on part de notre présupposé Melsion. Notre présupposé Melsion, c'est la définition qu'on donne aux entrepreneurs. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Alors, on va faire simple. On va faire le fameux schéma cher Melsion. Comment est-ce qu'on définit un entrepreneur? C'est la clé de tout, puisque à partir du moment où on définit correctement l'entrepreneur, ce qu'on va faire pour lui est à peu près correct. Or, c'est difficile parce que quand on regarde sur Wikipédia, la définition qui est donnée, c'est en substance est un entrepreneur celui qui est propriétaire de l'entreprise qu'il dirige. Et c'est vachement à la fois restreint et ouvert. Il y a des gens qui sont propriétaires de leur boîte, qui la dirigent, mais qui n'ont absolument pas l'esprit d'un entrepreneur. Il y a des gens qui ne sont plus propriétaires pour X raisons de leur boîte, et qui en sont toujours des vrais entrepreneurs. Il y a même des cas qu'on adore, qui sont des cas d'entrepreneurs qui ont décidé de mettre leur boîte sous forme d'une coopérative. Là, pour le coup, ils ne sont en rien propriétaires de leur boîte, mais ils sont là. Donc, quand on a cette définition, elle est incomplète, imparfaite. Elle décrit des gens qui ne sont pas entrepreneurs dedans, et elle décrit des gens qui sont entrepreneurs et qui ne sont pas dedans. Donc on est tombé sur ce problème il y a pas mal d'années, parce que on s'apercevait que à accompagner des gens qui ne sont pas des entrepreneurs, c'était le début du problème. Quand on accompagnait des gens qui n'étaient pas au fond d'eux-mêmes des entrepreneurs, qu'on essayait de les aider avec des recettes d'entrepreneurs, on voyait rapidement un décalage qui s'installait. Nous qui avions l'impression de leur apporter le meilleur conseil qu'on ait pu faire à ce jour, et eux qui avaient cette impression que ça n'était pas fait pour eux. Donc, soit ce conseil n'était pas bon, soit on ne parlait pas à la bonne personne. Et donc, ça nous a bien aidé d'arriver déjà à commencer par définir l'entrepreneur. Alors, c'est certainement quelque chose c'est certainement quelque chose de très simpliste, mais on a défini le monde autour de deux axes. Un axe qui est un axe de réalisation et un axe qui est un axe d'autonomie. Alors, précisons, l'axe de réalisation, c'est le besoin de se réaliser. C'est le besoin d'avoir en permanence des défis à résoudre, des défis à relever.
C'est un axe qui est fort chez certains. Il y a des individus qui, quand ils sont en train de refaire la même chose, quand ils ne voient plus un nouveau défi à redresser ou qui voient que les défis auprès desquels ils courent, ils n'arriveront jamais à les résoudre, eh ben, ils se démobilisent. Et tous les gens ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup d'individus qui finalement sont assez satisfaits avec une situation bien connue, bien maîtrisée et dans laquelle finalement il n'y a pas un besoin de se surpasser. Néanmoins, ça fait quand même partie des traits forts de l'humain que d'avoir ce besoin. Il est plus ou moins surexprimé. Hein, je fais référence à des études qui euh, testaient le niveau de bonheur des gens à partir d'un beeper qui sonnait de manière aléatoire. Et là, on devait noter à quel niveau de bonheur on était et quelle activité on fait. Et ben en fait, on arrivait sur un, sur un résultat qui disait le moment où le bonheur est le plus élevé, c'est le moment où on est en train de réussir une tâche qu'on n'était pas sûr de réussir. Donc on est dans ce besoin de relever des défis, mais avec des degrés plus ou moins importants. Alors, il n'y a pas que les entrepreneurs qui ont ce besoin-là, qui sont en haut de cet axe-là. Mais il y a des gens qui n'ont pas cet autre besoin surexprimé. Et donc, c'est une catégorie-là qui n'est pas l'entrepreneur. L'entrepreneur, il est ici. Il est en haut des deux. Alors, voyons d'abord le deuxième axe avant de pouvoir définir qui est dans cette première catégorie. Le deuxième axe, c'est le besoin d'autonomie. Ça s'exprime par le besoin d'être en contrôle de sa destinée. Alors, là encore, ça fait partie des grands besoins humains. Hein, y a beaucoup d'études qui montrent que le niveau de stress augmente très fortement quand on a un sentiment de perte d'autonomie. Donc ça ne veut pas dire que les gens veulent être... enfin, qu'il y a des gens qui veulent être dominés et des gens qui veulent être en autonomie. C'est que le niveau d'autonomie, le besoin d'autonomie va varier grandement chez les gens. Et notamment la question de l'autonomie par rapport à un groupe. Et là, pour le coup, l'autonomie dans l'appartenance à un groupe est la norme. Et pour l'entrepreneur, c'est l'autonomie, y compris par rapport au groupe. Donc c'est même s'il est hors groupe, c'est ce que tu es en train de dire, out of the group. La notion de in-out. C'est plutôt dans la question du scarf. Il y a la question du relativeness, le sentiment d'appartenir, d'avoir tout le monde qui nous dit bien qu'on fait partie du groupe. Ça, pour l'entrepreneur, c'est moins sensible. Il est capable de se ridiculiser, comme dit Derek Sivers dans sa vidéo sur le First Follower. Il parle du leader comme quelqu'un qui a une capacité à se ridiculiser. Il est beaucoup moins sensible que ça. Il est sur un axe d'autonomie. Il est beaucoup plus dans le fait que c'est pas grave si tout le monde ne nous comprend pas, ne nous fait pas partie du groupe. L'autonomie par rapport au regard du groupe aussi, quoi, ouais. Par rapport au regard extérieur. Je veux dire. Oui, c'est bon. Donc, on a aussi, là encore, des gens qui ont ce besoin très fort d'être en autonomie, mais pas forcément d'avoir ce besoin d'avoir des défis à réaliser aussi élevés. Et donc là, c'est ce que nous on appelle les indépendants. Les indépendants, c'est par exemple le commerçant. Il a une boutique, elle tourne, ça lui va. Ça lui va, ça veut dire il n'éprouve pas le besoin maladif d'en créer une deuxième, une troisième, etc. Il sait que ça va être une surquantité de travail qui ne l'intéresse pas. Il a une maîtrise de son royaume, de son territoire, et donc c'est bon. C'est bon voulant dire il est capable de vivre avec ça.
Donc ça, il y a un écart avec l'entrepreneur. Quand on va chercher à l'aider à réaliser quelque chose de plus grand, il va dire pourquoi. Et avec raison, hein, je dirais à la limite pourquoi. On est juste qu'on est en train de parler à des grands sociopathes. Hein. Les entrepreneurs, ils ont besoin de faire plus encore. On pourrait dire que finalement ils se compliquent la vie, mais c'est pas un choix, c'est un besoin. À ce niveau-là, donc très haut sur l'axe du besoin de réalisation, et finalement pas de besoin d'être autonome par rapport au groupe, il y a les managers. Donc les managers, moi j'ai un exemple que j'adore citer. Mon grand-père était très proche de Pierre Racine. Pierre Racine, c'est celui qui a fait tout le renouvellement du littoral du Languedoc-Roussillon. La Grande Motte, Palavas-les-Flots, Cap d'Agde, etc. Ça a été refait de zéro, les marais ont été asséchés, des routes ont été faites. C'est la mission Racine. Quand on va dans le Languedoc-Roussillon et qu'on parle de la mission Racine, ah ouais, ils ont tous appris tout petit qu'avant c'était horrible et tout d'un coup ça a été modernisé. Et Pierre Racine, c'était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire. C'est un des gars qui a fondé l'ENA. C'est un gars qui a tenu à ce que ce truc-là existe et il s'est battu face à tout le monde pour que ça existe. Il s'est pas fait que des amis, mais il fallait que ça existe. Maintenant, quelqu'un lui dit tu sais, en fait, t'es un promoteur, en fait, tu devrais faire ça pour ton compte, tu gagnerais une fortune. Et il aurait regardé en disant mais je suis au service de l'État. Pourquoi est-ce que vous voulez me vider? J'ai bien fait mon job. Il appartient à quelque chose de plus grand que lui et ça lui est important. Il est au service. Bon ben, ça, c'est un manager. Mais de la même façon, il y a dans toutes les grandes entreprises des gens qui sont très motivés à poursuivre des nouveaux défis et qui n'ont certainement pas envie d'être sortis de l'entreprise. Ils sont dans l'entreprise. On peut parler de haut gradé dans l'armée. Un général, il y en a avec beaucoup de talent et qui font des réformes, conduisent des missions, mais l'idée de sortir de l'armée est quelque chose qui les rend malades. Donc quand on a ce schéma en tête, donc l'entrepreneur, c'est le gars en haut à droite sur le graphe, et du coup, quand on répond à son problème, est-ce qu'on l'aide bien dans la réalisation? Est-ce qu'on l'aide bien dans l'autonomie? Donc, je vous propose de regarder la question qu'il nous pose en demandant la levée de fonds sur les deux aspects. Est-ce que ça l'aide effectivement à mieux réaliser ses projets? Est-ce que ça l'aide à garder son autonomie? Donc commençons par la question de l'autonomie, puisque finalement c'est la plus évidente. C'est la plus évidente, c'est-à-dire que un investisseur a un effet sur la capacité à garder le contrôle de sa destinée, mécaniquement. Alors mécaniquement, d'abord parce que l'investisseur, dans la plus grosse partie des cas, c'est-à-dire si on ne parle pas, enfin si on évite ce qu'on appelle les fonds evergreen, qui sont des fonds qui n'ont pas de durée de fin, donc qui sont constamment investis jusqu'aussi longtemps que la société existe, c'est-à-dire 99 ans à défaut. Les fonds evergreen, eux, ont moins ce problème, sauf qu'il y a un moment où tous leurs fonds ont été utilisés et que leur justification c'est d'investir, donc ils vont chercher à retrouver des fonds en revendant des participations pour aller. Donc même eux ont ce problème. Mais d'une manière générale, les fonds d'investissement,
Ce sont des gens qui ont de l'argent qui leur est confié pour une durée déterminée, en général 8 ans avec 2 ans d'années de grâce, et donc ils sont supposés s'arranger pour que, au bout de 8 ans, on rende l'argent. Donc ils ont dans leur intention de revendre au bout de 8 ans. Je vérifie juste que je suis bien dans le bon. Je ne vais pas embringuer trop vite sur... Alors, allons un peu plus loin dans ce qu'est un fonds d'investissement pour bien comprendre comment ils agissent et les autres conséquences que ça a. Un fonds d'investissement, donc c'est une équipe de 2-3 personnes, plus des gens qui sont là en soutien. Les gens qui sont là en soutien, c'est en général des juniors de très haut niveau, et puis du secrétariat. Donc ça fait une équipe de 5 à 10 personnes. Et cette équipe de 5 à 10 personnes présente un projet à des investisseurs généralistes en leur proposant une classe d'actifs, une catégorie d'investissement qui est la catégorie capital risque. Au sein de la catégorie private equity, au sein des tu peux me refaire, parce que moi j'ai eu du mal entre les différentes catégories, parce que ça, c'est... Enfin, très bien. C'est le but du... Entre le il y a but, c'est l'impression qu'on dit, il y a plein de mots pour dire la même chose, mais je pense pas. Tu as raison. Ce qui va... Alors, dans l'investissement, en fait, on a donc plusieurs agrégats d'investisseurs. C'est-à-dire, l'épargne est collectée par des séries d'organismes qui ont finalement au final une vision un peu commune. Donc c'est ce qu'on appelle les fonds de pension. C'est ce qu'on appelle les caisses de retraite. C'est ce qu'on appelle les organismes de gestion collectif, en général. Alors donc, à côté, on a Amundi. Amundi, c'est un des plus gros gestionnaires pour compte de tiers. Donc il a pour mission dans sa vie de gérer l'argent des autres. Donc il collecte ça sous forme d'assurance vie, sous forme de SICAV, avec ou sans clause de blocage. Mais quand on s'appelle Amundi, on est la Caisse nationale du Crédit Agricole, on a une SICAV qui va rester, avec les entrées et les sorties, à un niveau à peu près le même, plusieurs centaines de milliards, assez facilement. Donc aujourd'hui, quand on parle par exemple d'Amundi, ils doivent avoir sous gestion de l'ordre de plusieurs centaines de milliards d'euros. Et ça ne bouge pas. Donc c'est la question de comment on gère tout ça. Et le comment on gère tout ça, il y a finalement 2 filtres. Il y a un filtre qui est géographique. Donc, je veux essayer d'équilibrer mon portefeuille. Pour ça, je vais mettre X% sur les États-Unis parce que les États-Unis représentent X% de la production mondiale et que je pense que ça va progresser ou que ça va diminuer. Donc je surpondère ou sous-pondère une zone. Donc c'est une allocation d'actifs géographique.
L'ensemble de leur métier, eux, c'est de faire ce qu'ils appellent de l'allocation d'actifs. Donc, leur question, c'est comment optimiser? C'est pas chez qui je mets, c'est pas dans quelle entreprise je mets l'argent, c'est de dire quelles sont les catégories qui vont monter par rapport aux autres. Est-ce que l'Europe va surperformer par rapport aux États-Unis sur telle période? Est-ce que les pays émergents vont effectivement émerger? Est-ce que, etc. Et donc du coup, si les pays émergents représentent 15% de la production, mais que je pense qu'ils vont surperformer, eh ben, je vais mettre plutôt 20%. Et puis l'Europe, si j'y crois pas, je vais sous-pondérer, etc. Donc c'est à ce stade-là, c'est de ce niveau-là. Et puis il y a un autre filtre, c'est quelle classe d'actifs. Alors là, les classes d'actifs, ça commence par l'argent le plus liquide, et ça va vers l'argent le moins liquide. Donc ici, le cash, ça n'existe pas, parce que ils sont dans des montants où on ne peut pas avoir des piles de billets de banque. Donc le truc de base, c'est le bon du trésor, c'est l'argent qu'on emprunte ou qu'on prête à l'État. Donc ça, c'est le truc qui représente d'ailleurs, entre ça et les obligations d'État, ça représente plus de 80% de ce qui est mis comme argent sur la table. De l'ensemble de l'allocation, ouais. Sauf si l'État fait faillite. Mais non, mais c'est pour ça qu'ils repartissent entre plusieurs États. Ouais. C'est là que l'allocation rentre en jeu. C'est oui, il y a des États auxquels on ne croit plus, donc on enlève son argent de cet État, on les met sur les autres États, mais de toute façon, on doit les mettre sur un État. C'est ce qui explique qu'il y ait des États aujourd'hui qui aient des taux d'intérêt négatifs. La France a eu le droit à un moment, donc on était tout contents. Alors en gros, les gens, pour pouvoir placer l'argent sur des emprunts, sur des bons français, étaient prêts à devoir payer. Mais ça arrive, hein. Quand tu veux mettre ton argent à la banque, tu payes la banque pour qu'elle te le conserve. Ça ne te dérange pas. Ben, pour eux, il y a un moment où, tiens, il faut que je le mette à la banque, je vais le confier à l'État allemand, et je suis d'accord pour dire que en fait, c'est eux qui je dois les payer pour ce service parce que voilà. Et quand on descend là-dedans, on a après la bourse et l'immobilier. Et puis, on a ce qu'on appelle l'alternatif. Alors, t'as plein d'autres filtres. Parce que moi, ça me convient, mais donc, l'alternative, la bourse, c'est ce que tout le monde entend, etc., mais c'est finalement assez réduit. Hein. C'est-à-dire que l'ensemble des valeurs qui sont en bourse ne représentent pas grand-chose. Par rapport à la partie qui est mise en emprunt d'État. Hein, on surestime beaucoup l'importance de l'argent qui est mis dans la bourse. Et l'immobilier, c'est des choses assez comparables, mais l'immobilier, c'est un investissement qui n'a pas la même liquidité. On achète un immeuble, on a des revenus réguliers en général de l'immeuble, mais la cession n'est pas forcément aussi facile que des actions en bourse ou que des obligations d'État. Donc de ce point de vue-là, c'est ce qui fait la question de l'allocation. Mais de toute façon, à ces niveaux-là, ils vont devoir s'assurer qu'ils ont de tout. Et ils vont surpondérer ou pas les catégories. Et cette surpondération,
elle est fonction de ce qu'on estime être le futur et fonction du profil du profil d'usage qu'on a quand on est E. Je suis une caisse de retraite. Est-ce que je reçois plus de retraite que je vais devoir en verser? Est-ce que quel âge ont mes affiliés? Et donc du coup, à quel moment je vais devoir probablement donner tant de retraite à qui? Donc je sais que là, je vais avoir pas mal de retraités qui vont arriver. Donc il faut que je mette en possibilité dans 5 ans d'avoir X milliards de sorties. Donc du coup, de l'immobilier, si c'est une opération à 5 ans, ça me va, ce sera comme ça que j'aurai de quoi remonter tel ou tel montant. Donc ils ont à chaque fois, certains sont dans l'idée de on aura toujours des SICAV à gérer et ça ne va pas bouger, sauf que la question de taux d'épargne, la question du PIB ou de la fiscalité intervient. Mais dans d'autres cas, notamment les fonds de pension ou les caisses de retraite, par exemple le fonds de pension le plus connu qui est Calper, ce qui gère la retraite du personnel d'enseignement de l'État de Californie, qui est un des plus grands fonds de pension, eux, ils ont des prévisions assez précises de combien ils vont devoir payer dans les prochaines années en retraite. Et donc, du coup, leurs investissements vont devoir rapporter quelque chose ou être liquides pour pouvoir faire face à ses besoins. Donc voilà les contraintes avec lesquelles ils deal. C'est un truc, ça a changé, parce qu'il y a des caisses de retraite qui ont fait faillite aux États-Unis en 2009 ou je sais pas quoi. Alors, il y a des caisses de retraite qui font faillite quand elles sont liées à une entreprise, par exemple. Donc ça arrive, ou quand elles sont liées à une profession, c'est une profession qui périclite. Donc ça, c'est des cas qui sont arrivés. C'est pas lié à la répartition, parce que 80% en cash. C'est rarement lié à ça. C'est rarement lié à ça. C'est plutôt des questions de les entrées par rapport aux sorties que ces gens-là ont. Et puis au niveau de rentabilité exigée, ça dépend aussi. Alors après, ce qui est vrai, c'est que dans les investissements alternatifs, il y a des gens en 2008-2009 qui ont perdu des sommes considérables. Surtout c'est Madoff. Alors, non, Madoff, c'est Pouillem en fait. Le truc qui a été l'horreur, c'est pas tellement le sujet, c'est ce qu'on appelle les CDS, c'est-à-dire en fait une tentation quand on a beaucoup d'actifs comme ces gens-là, c'est de vendre des options. Et en fait, ils sont mis à vendre des options. C'est-à-dire que Lehman Brothers organisait de la titrisation. Donc, la titrisation, qu'est-ce que c'est? J'ai des prêts que je fais à toute une région, à toute une catégorie de population. Donc j'ai des prêts sur les États-Unis immobiliers. Je peux les analyser en matière d'âge, des emprunteurs, de type de métier, de région dans laquelle ils sont. Et donc, je suis capable, en fait, de les répartir, enfin, d'en faire un panier suffisamment bien réparti géographiquement pour que s'il y a une région qui ne va pas bien, ça soit compensé, donc je ne mette pas mon portefeuille en déséquilibre. Pour qu'il y ait des gens de tout âge, donc qu'il y ait des remboursements qui ne se fassent pas forcément trop vite ou trop, etc. Pour qu'il y ait... donc bref, j'ai fait un portefeuille tellement stable que j'estime que ce portefeuille, c'est un portefeuille triple A. Donc du coup, je ne suis plus dans l'alternatif, je suis dans le quasi-cash. Donc je transforme des choses qui sont l'alternatif en quasi-cash, ou des choses qui sont l'immobilier en quasi-cash. Et finalement, il y a un moment où le seul danger,
c'est que moi, Lehman, j'aille mal. Et là, il y a des gens qui ont dit, non mais moi, j'ai de l'argent, si jamais Lehman ça allait mal, je prendrais mon argent, en attendant, j'encaisse une prime d'assurance, donc je vends une option, pour que si jamais Lehman va mal, c'est moi qui paye. Et j'estime que c'est un prix, que c'est un risque qui est tellement faible, que c'est une façon de faire tourner mon argent. C'est une façon d'avoir un revenu supplémentaire. D'accord. C'est un mécanisme d'assurance. J'assure Lehman Brothers. Il assure, voilà. Les clients Lehman Brothers. Il assure les clients Lehman Brothers. Voilà. Donc ce sont les CDR et CDS, et ces trucs-là ont explosé. Et notamment, il y a une compagnie d'assurance qui est AIG, qui a littéralement disparu. Parce que ils étaient un des principaux spécialistes de Lehman Brothers. Ce qui est dingue, c'est qu'ils n'auraient jamais dû laisser Lehman Brothers disparaître. Ça leur a coûté beaucoup, beaucoup plus cher que de renflouer Lehman Brothers. Bon, bref. Mail, là aussi. Alors, c'est intéressant pour comprendre donc du coup pour comprendre ça, c'est-à-dire que l'alternatif, il y a un moment où c'est tout ce qui reste. C'est-à-dire que voilà, le cash, on sait ce que c'est, il n'y en a pas tant que ça, il n'y a pas grand-chose à faire. La bourse, c'est un nombre de valeurs finalement assez défini et on a des spécialistes. L'immobilier, des projets, il y en a, mais pas tant que ça. Et après, le reste devient, quand on a trop d'argent, c'est l'alternatif. Or, il y a beaucoup trop d'argent ces temps-ci. Pourquoi? Parce que on a des États qui font de la planche à billets. On a des États qui sont en déficit. La France est en déficit depuis 1978. Donc quand la France est en déficit, c'est de l'argent qu'elle met sur le marché. Mais tous les autres États sont pareils. Donc on a en fait beaucoup trop d'argent. Ça devrait se voir dans l'inflation, c'est-à-dire les prix qui augmentent. C'est des choses qui existent, mais qu'on n'est pas finalement, on devient plus sensible. Dans les années 60, c'était assez courant d'avoir du personnel de maison. Aujourd'hui, plus personne n'en a. Il y a eu une inflation. Les salaires ont augmenté, les charges aussi. On ne mesure pas. On a l'impression que nos salaires ont augmenté aussi, mais en fait, non, pas autant. Mais en fait, le truc n'est pas là. Le truc, c'est que ça fait l'argent, en fait, il se retrouve essentiellement dans cette sphère financière, dans une forme d'épargne un peu déconnectée. Et du coup, l'alternative devient une solution. Alors, qu'est-ce que l'alternative? C'est des gens qui vont investir ailleurs, avec des profils de risque plus élevés, et qui vont utiliser des outils d'ingénierie financière pour essayer de les rendre beaucoup plus sûrs, et du coup acceptables par ces groupes. Donc c'est ce qu'on appelle les fonds... oups, ça me sort la tête. Non, les hedge funds. C'est un terme assez générique qui regroupe des gens qui font des choses très très différentes. Par exemple, il y a des hedge funds qui sont uniquement dans l'intervention en bourse sur de l'arbitrage. Il y a des trucs qui sont chers à droite et pas chers à gauche. Je les achète à droite, je les vends à gauche. Je les achète à gauche, je les vends à droite. Il y a des multiples façons de faire de l'alternatif. Et en gros, on est sur quelque chose qui représente, je sais pas, 10 ou 15% d'une allocation. Mais vu les sommes en jeu, c'est quand même des montants conséquents. Et ils ont parmi les gens qui viennent les voir, des gens qui sont dans la classe qu'on appelle la classe du private equity. Alors attends, les private equity, ça fait partie des hedge funds. Ça fait partie de l'alternatif. Oui. Hein, certains hedge funds sont finalement du private equity. Ah. Mais en fait, la définition n'est pas si claire. Hedge fund, c'est une définition, c'est une définition comme ça. Et donc, private equity, c'est une définition un peu plus claire d'un des investissements alternatifs qu'on peut faire.
Mais parmi les investissements alternatifs, tu as des gens qui font du retournement, des entreprises en retournement, tu as des gens qui font de l'arbitrage de devises, des gens qui font du prêt à risque dans l'immobilier, des gens qui font du prêt suractif. Donc il y a plein de façons différentes et c'est tous ces gens qui viennent se disputer la poche investissement alternatif chez les gros investisseurs. Et donc parmi ces gens qui viennent se disputer, il y a le private equity. Private equity, c'est l'investissement dans des sociétés non cotées, au sens large. Et là-dedans, il y a trois grandes parties. Il y a ce qu'on appelle les LBO. Donc c'est, je vais uniquement faire des acquisitions d'entreprises que je vais payer avec beaucoup d'endettement. Donc l'endettement sera assis sur la valeur de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle de l'effet de levier, du leverage, d'où le terme leverage buyout, acquisition avec effet de levier. Donc ça, c'est une grosse partie de la classe private equity. Après, il y a ce qu'on appelle donc le capital développement. Donc ça, c'est je vais investir dans des grosses entreprises, C'est possible de faire un 100% LBO? Oui. De faire 100% Il y a des LBO. fonds qui arrivent à racheter une boîte en endettant à 100%. Alors ça, c'est leur rêve. En fait, ça n'existe pas essentiellement parce qu'ils sont nombreux à se pencher sur les dossiers. Et donc la surenchère, elle se fait sur la partie de capital que tu mets dedans. Donc ça fait une inflation en fait de la valeur des entreprises. C'est à chaque fois qu'une entreprise est à vendre, le premier qui se présente, il donne un prix qui est finalement le prix de combien il arrivera à emprunter sur cette boîte. Celui qui arrive derrière, il rajoute des fonds qu'il a sous gestion. Jusqu'à un moment où le rendement supposé fait que c'est plus raisonnable et qu'il s'arrête. Mais tu as des cas où tu tombes sur des entreprises que tu es le seul à acheter, et souvent le prix minimum c'est un peu ça. Et le prix minimum. Tu achètes un potentiel aussi. Pardon ? Tu achètes un potentiel en espérant qu'en le gérant bien. Le banquier, il n'est pas non plus vraiment à l'aise à te prêter sur un potentiel. Il te prête sur cette entreprise depuis 5 ans fait tant de revenus, donc je suis prêt à prêter 3 fois le BE. Non, mais quand tu fais des LBO, tu ne fais pas forcément appel à des banques. Tu peux aussi faire appel à des fonds privés. La partie leverage, la partie endettement, c'est les banques. Ah d'accord. Donc dans cette catégorie d'actifs, tu as de l'argent, tu vois une entreprise qui t'intéresse, tu vas mettre une partie du prix avec ce que tu sais que tu es capable de financer par de la banque, et l'autre partie avec une partie de tes fonds à toi. Avec une limite dans tes fonds à toi, c'est je voudrais que ça me fasse un rendement final de 15-20%. Donc du coup, je fais tourner mon tableau en disant ça, l'entreprise va rembourser sa dette elle-même, et à la fin, combien elle vaudra. Donc quand je la vendrai, j'aurais mis 10 sur la table, est-ce que j'aurais bien 20 en retour? Et si jamais je l'ai acheté 20, 10 de mon capital et 10 de la banque, que la banque se rembourse, j'y arrive. Si tu veux gagner de l'argent, il faut bien que tu en mettes au début, sinon ça marche pas. Si tu non, mais la banque, elle prête d'argent. Si tu en mets à 100%, tu mets 1 euro et tu empruntes 3 millions de la banque, que l'entreprise que tu as achetée, elle rembourse sa dette tout simplement en 5 ans ou 6 ans, et ce que tu as acheté à 1 euro à la fin, une fois désendetté, ça vaut au moins 3. Toutes choses étant égales par ailleurs. Ça, c'est l'effet de levier absolu. Mais du coup, tu as une part. En général, c'est la dette qu'on rembourse sur 6 ans. Et c'est de la dette qui est garantie par les actifs de l'entreprise. Et en général, les banques sont à l'aise à prêter 3 fois les bidas, jusqu'à 4 fois. Donc ça veut dire que quand on regarde le prix des entreprises, ça se vend en général
du fait justement de cette compétition des nombreux fonds de LBO, en France, on est à 8-9 années de EBITDA, c'est-à-dire 3-4 de dette et 4-5 d'equity. Mais il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que s'il y avait un seul fonds de LBO, il chercherait à mettre, je sais pas, une fois EBITDA et on achèterait, au départ, hein, ça se passait comme ça, dans les années 80, on achetait 5 années d'EBITDA, dont 3,5 la banque et 1,5-2 de capital. Ça veut dire que quand on avait remboursé, on va voir ça après, mais c'est-à-dire que quand on avait remboursé au final la dette, on avait mis 1, on a remboursé 4 de dette, on a multiplié par 5 de manière mécanique. Mais ça n'existe plus, il y a trop de compétition. Les prix ont augmenté au fur et à mesure que c'est une bonne affaire. Oui, mais moi aussi, je sais que c'est une bonne affaire et si je mets un peu plus d'equity, je fais moins de bonne affaire. Je mets 1,5 pour 5 au lieu de mettre 1 pour 5. Enfin, je mets 1,5 sur un total de 5 au lieu de mettre 1 sur un total de 5. Bon, j'ai un multiple qui est moins bon, mais c'est quand même un bon multiple. Et le 1,5, il est pour qui? C'est Il est pour celui qui vend. Non, mais il est pour le propriétaire précédent. Il est pour qui le 1,5? Non, le propriétaire, lui, il avait avant 5 fois EBITDA et maintenant il a 8. La différence c'est faite sur le fait qu'on met plus de l'equity qu'on gère dans le deal. C'est là où il y a une forme d'inflation. Ça a son intérêt dans un autre sujet qu'on développe qui est l'importance de ne pas vendre son entreprise parce que ça a eu un impact énorme sur la disparition des ETI. Juste le profil de boîte que disent les LBO, c'est que... Alors, c'est des boîtes plutôt industrielles, avec des clients très stables, des cash flows très stables et une visibilité. C'est des bonnes boîtes de pères de famille qui vont transformer en boîtes dangereusement leveragées. Ils transforment des boîtes familiales très sympas en des boîtes qui doivent marcher à tout prix parce que sinon la dette va couler tout. Et éventuellement affaibli à cause de ça. C'est ça, non? Enfin, c'est qui peut se passer. C'est affaibli à cause de ça. Et à terme, il faut vendre. Et il faut vendre, donc on vend à qui? On vend à un grand groupe et du coup la boîte est stérilisée et perd tout son nom. Bon, et puis donc derrière, il y a une dernière catégorie qui est le capital risque. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. On a juste défini la catégorie du capital risque. Donc c'est sur des gens qui gèrent plusieurs centaines de milliards. Ils ont décidé d'affecter une dizaine de milliards à l'alternatif. Et il y a des tas de gens qui viennent se le disputer, donc des gens qui disent moi je suis dans la catégorie private equity. Donc c'est pas mettez un tiers de vos actifs dans du private equity, donc ça fait 3 milliards. Et puis moi dans la catégorie private equity, je suis capital risque, mettez 10% de ce que je mettais dans le private equity. Donc ça fait 300 millions. Bon. Et puis ces 300 millions, vous les mettez sur plusieurs fonds, dont moi, donc vous mettez 30 millions chez moi. Et donc ils vont rencontrer le plus possible de ces gens-là pour avoir une dizaine de gars qui leur mettent 30 millions chacun. Sachant qu'à la limite, à leur niveau, ils s'en foutent de savoir ce que seront les 30 millions. Enfin, après, ils n'en ont c'est le gestionnaire qui aucune idée. Ils n'en ont aucune idée. Il y a quand même une garantie de résultat. Non, il n'y a aucune garantie de résultat. Il y a une sorte de business plan à eux, un PPI, qu'ils vont présenter à ces gens-là ou à leurs intermédiaires. Et ils disent, voilà, nous, on est une équipe sérieuse, on se connaît depuis longtemps, exactement comme un business plan, hein. On se connaît depuis longtemps, on a décidé d'investir dans ce type d'entreprise parce qu'on pense que c'est celles qui vont, les objets connectés, les biotech, etc. Parce que vous savez, on a un médecin chez nous, on a un électronicien chez nous, je sais pas quoi, etc. Donc du coup, on est vachement bon pour... voilà. Et donc ils sont sur cette vente auprès d'un gros pour que le gros consacre une partie de la poche consacrée au private equity et dans cette poche consacrée au private equity
la poche consacrée au capital risque, et pour que ça vienne chez eux. Différence entre capital risque et capital développement. Alors, capital risque, c'est dans des boîtes en création ou très jeunes. Et Capital développement, c'est dans des boîtes qui existent déjà, qui ont un revenu. Donc LBO, c'est dans le cas d'un achat. Capital développement, ok, j'investis dans une boîte qui existe déjà, mais j'ai pas cette obligation de la revendre au bout de 8 ans, etc. Alors, si je l'ai, parce que je dois, Ouais. c'est toujours c'est de l'argent qui me gagne ici, Ouais. et on me dit, bon, bah, tu me le rends Ouais. à quel terme? Donc, en gros, ils disent, bon, bah voilà, nous, on va le rendre dans 8 ans, peut-être qu'on aura 1 ou 2 ans de retard, mais pas plus. Et donc... Mais ils revendent leur participation, ils ne sont pas obligés de revendre l'entreprise. Alors, s'ils arrivent à vendre la participation, c'est un pis-aller. Parce qu'en fait, dans l'idéal, on achète en tant que minoritaire et on revend avec tout le monde avec un prix majoritaire. Ça, c'est l'idéal. On n'achète pas cher parce que vous comprenez, nous, on est juste une part minoritaire. Mais on est bien d'accord qu'on va tous vendre à la fin. Donc, du coup, on vendra au même prix que vous, majoritaire. Hein, donc, c'est... Alors, on va revenir sur la promesse qu'ils font là. La promesse qu'ils font là, c'est vous me confiez votre argent pendant 8 ans, je suis une équipe qui vaut le coup, et j'ai en plus un système de rémunération qui est très incentive. Donc du coup, je suis sûr que, enfin, vous êtes sûr qu'on va faire tous nos meilleurs efforts pour vous ramener de l'argent, et on a un profil de risque important, mais avec un profil de revenu important. Donc on vous dit, vous allez gagner jusqu'à 30% par an avec nous, mais il y a un risque parce qu'on investit dans des boîtes en création. Donc là, parce que capital développement, quand on dit, on demande aux entreprises de faire un bénéfice de 15%. Alors, dans capital développement, parce que LBO, j'achète en me finançant avec de la dette. Oui. Là, je prends des participations flat. C'est presque comme la bourse, sauf que je n'ai pas une liquidité comme à la bourse. Non, mais je n'ai pas un taux de rentabilité. Enfin, je n'exige pas de l'entreprise un taux de rentabilité de mon investissement. Comme je ne suis pas comme à la bourse, où je peux sortir comme je veux, donc j'ai un risque supplémentaire qui est un risque dit de liquidité. Du coup, j'exige d'avoir un rendement plus important. Je ne vais dans une entreprise que parce que j'ai un rendement plus important. Sinon, j'irai en bourse. Donc, si j'ai en bourse du 10%, il faut que j'ai du 15% quand je vais dans les entreprises. Donc, je vais chercher justement des belles boîtes, etc. Et j'essaie de rentrer pas trop cher pour que mon rendement soit élevé. Et j'essaie de faire en sorte qu'on vend. Alors, en général, ils interviennent plutôt sous forme d'augmentation de capital et plutôt à l'occasion d'acquisition, de renforcement de fonds propres liés à des investissements importants que l'entreprise doit faire et qu'elle ne peut pas faire. Donc ils sont très très proches de l'idée de l'idée du séminaire d'aujourd'hui, puisqu'en fait, il y a des startups qui viennent nous voir en disant j'ai besoin de lever des fonds, mais il y a aussi des entrepreneurs qui ont des boîtes installées qui nous disent la même chose. J'ai un marché vachement important et j'ai besoin de lever des fonds parce que vous comprenez. Bon, et donc, ils se retrouvent face à des acteurs qui sont finalement pas très très différents de ce point de vue-là des acteurs de capital risque. Plus à des moments, c'est ça que je veux dire, des moments quoi. Des moments clés, peut-être des phases. Changer mon échelle, je sais pas quoi, mondiale. Oui, j'ai besoin de lancer un nouveau produit à l'échelle mondiale, machin, etc. C'est sûr que ça va faire un carton. Bon, mais c'est en fait quelque sorte la start-up au sein de l'entreprise. Mais du coup, ils ont face à eux des acteurs qui sont habitués à analyser des boîtes un peu plus conséquentes. Alors, maintenant, donc, comment ça fonctionne une boîte comme ça? Faut connaître l'ennemi. Alors, ça s'appelle une boîte comme ça, c'est donc un fonds de capital risque. C'est une boîte en fait. Hein.
Oui, oui. Un fonds de capital risque, c'est donc une structure, on a dit tout à l'heure, de 5 à 10 personnes. Ils vont avoir sous gestion entre 100 et 1 milliard. Et ils vont avoir une structure de revenus qui va être de l'ordre de 2% par an sur les fonds gérés, plus ce qu'on appelle un caride. Un caride interest. Alors ça, c'est le truc. Voilà pourquoi nous, on va gagner de l'argent si vous vous en gagnez. Donc du coup, vous comprenez qu'on est super motivé. En gros, un caride, c'est une part de la plus-value qu'on fait réaliser à l'investisseur final. Alors il y a pas mal de biais là-dedans. Oui, mais vous comprenez, ce caride, il ne faut pas que ce soit dès le premier euro de plus-value, parce que moi je le compare à un investissement que j'aurais fait en bourse. Bon, bah d'accord, donc on va mettre ce qu'on appelle un hurdle, Ouais. Une franchise. Une franchise. Donc le hurdle, c'est par exemple 8% par an. Quand vous dépassez 8% par an de performance, là vous commencez à toucher. Mais en dessous de 8% par an, c'est ce que j'aurais eu en bourse, donc du coup, pas de raison de vous payer sur ça. Et au-dessus de ce palier, c'est entre 20 et 25% qui va pour l'équipe de gestion. D'accord? Donc, dans leur rêve, Oh la vache. ils disent, on a 100 millions sous gestion, et on va faire x2. On va faire x2 en 5, 6, 7 ans. Pour 7 ans, ça ferait du 10% par an, c'est pas assez. Mais sur 5 ans, on va faire x2. Et ça veut dire qu'il y aura 100 millions de profits Potentiel. potentiels. Déjà plus ça, donc c'est 2% de quoi qu'il arrive, plus le. Oui, tu vois que monsieur s'est compté. Ça donne envie de se lancer dans le Donc capital. 2%, c'est le management fee Oui. qui permet de Plus. payer les équipes. Voilà, Ensuite, Les gens le à million. period interest, c'est en gros, je garantis sur les c'est la 5 prime. ans. C'est la prime. On a déjà entre 2 millions. C'est la prime qu'on touche. Pour le capital risqueur. Ouais. D'accord. C'est la prime qui touche Au-delà, si jamais ça marche. Dès l'instant où on a passé Le le hurdle, hurdle. le hurdle et le Qui frais de va- gestion de 20%, parce que c'est énorme. 2%. Non, 2%. Ah, c'est T'as 2%. déjà- C'est de 2% gestion. par an. Mais qu'est-ce que tu as dit? T'as Des frais déjà de entre gestion 2 de et 20 millions pour payer 5 personnes. T'as déjà entre 2 et 20 millions pour payer 5 personnes. Voilà. Oh, je suis en frais de gestion. Oui, exactement. Voilà. Et Hein, ensuite, c'est- tu te récupères 25 millions. Voilà, je sais pas quoi. un autre qui s'est compté. Ouais. Donc, déjà là, ici, ça va faire entre 2 et 20 millions. Quoi. Alors, quand ils sont à 100 milliards, ils sont pas 10, ils sont peut-être 30, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. D'accord? Et puis, 2 millions pour 5 personnes, Donc c'est confortable. Dont 3 secrétaires, c'est confortable. c'est confort. Hein. En général, 5 personnes, c'est une secrétaire, 2 juniors et de 3 juniors et de seniors, comme ça. Donc c'est déjà très très Ce qui confortable. est curieux, c'est que, enfin juste, tu peux t'en parler, mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'y ait pas de la concurrence qui fasse baisser. Enfin, parce qu'effectivement, c'est des revenus très confortables, mais c'est comme si. Alors, on va en parler, après, quand on va évoquer la performance de ces fonds. Parce que ils disent qu'ils aident les entrepreneurs, la preuve, ils ont des performances. Mais quand tu analyses leurs performances, elles sont en fait très médiocres, et ils prétendent que c'est parce qu'il y a les mauvais qui tirent vers le bas, et que si tu es dans la partie des bons, bon, tu es une vedette. Et donc quand tu es une vedette, on ne discute pas ton revenu. Donc, Ils ne font pas que des bons investissements. c'est en fait, Leur spécialité, leur personne les expertise. touche, hein, ou très peu, les carrés. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a
Ce que je voulais dire, c'est que Quand tu leur demandes, est-ce que tu connais des gens qui ont touché le CARID dans le capital risque? En France, il n'y en a pas. des propriétaires de sociétés de capital risque. Oui. D'accord. On ne parle pas des gens qui ont encore moins. Les Donc, managers, si- les managers de la société de capital risque, Ouais. ceux qui sont là, ils répartissent le CARID. En général, il y a le chef qui prend 50%, et puis les 50% sont répartis après entre les juniors, les seniors et l'assistante. Donc, Leur job, c'est de faire de la sélection de sociétés Oui. qui risquent d'être devenir une pépite, sachant Oui. que sur 10 sociétés, tu en as peut-être une ou deux qui vont devenir des pépites. Ah ouais. Donc leur expertise, elle est là-dedans, en fait, Oui. l'identification de pépites potentielles. Oui. Exactement. Alors, donc, comme tu vois, c'est super bien payé. Et en plus, potentiellement, dans leurs rêves, on fait x2, ça fait 100 millions de profits sur 5 ans. Et on en touche 25%, ça fait 25 millions à se répartir entre bon, donc le chef qui va en avoir 12,5. hein 12,5. Ouais, c'est correct. Là, c'est bon. Et bien sûr, ça c'est en franchise de charge sociale parce que c'est pas lié au fait qu'on travaille. Donc ils ont réussi à négocier avec Bercy, à la fois que les revenus qu'ils renvoient vers leurs mandants ce soit en franchise d'impôt, et à la fois que ce qu'eux ils touchent soit en franchise de charges sociales. Ah non, mais on est dans un régime d'exception, ils sont très très favorisés. Et puis il y a autre chose, ils pompent 2% par an. Donc ils ne payent pas l'IS ni rien. Non, c'est le régime des sociétés de capital risque. Qui a un régime fiscal à part depuis 1984, qui fait que non. 0 IS? Ouais. Ça pour toi. 0 IF, c'est. Ah non, mais bon, c'est. Non, IS. Yes. Ah oui, 0 pour société, ok. Donc, c'est important de voir qu'à la fois, ils gagnent beaucoup d'argent pour une petite équipe. En fait, c'est des gens qui sont très bien payés, qui ont des très beaux bureaux à chaque fois, c'est pas neutre. Hein. Ils ont des très beaux bureaux. Ceux qui n'ont pas des beaux bureaux, ça veut dire qu'ils n'ont pas de fonds à gérer. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas dépassé les 50 millions, qui est un peu le seuil en dessous duquel tu n'es pas vivable. Donc, c'est des mecs qui ont tenté de lancer un truc, ils ont réussi à récupérer 10 millions. C'est bien, 10 millions, tu peux commencer à faire d'investissement, oui, mais tu ne veux pas te payer. Donc, ils sont comme ça, mais ils se disent que comme ça, ils vont montrer ce dont ils sont capables, et sur le prochain fonds, ça va être plus facile. Je raccroche les wagons avec Herman, donc c'est entre 100 millions et 1 milliard, ils sont élevés auprès des. Voilà. Oui, des fonds de pension et autres, directement ou indirectement. C'est indirectement, c'est-à-dire le fonds de pension a confié à un fonds alternatif la gestion de l'alternatif, et le fonds alternatif dit bon, ben, moi la partie capital risque je ne la connais pas, je la confie à eux. D'accord. Par exemple. Et un privé qui a, mettons, 10 millions. Alors, ça, c'est des gens qui sont finalement à la fois à part dans leur façon de faire, et à part dans les montants. Parce que c'est pas suffisant. Parce que c'est ridicule par rapport aux montants qui sont divertis dans du capital risque pur, qui viennent de. Voilà. Alors, ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, les family office, etc., c'est des montants qui sont sans commune mesure. Mais qui font partie du capital. Et qui peuvent faire du capital risque en tant que tel. Et les venture capitalistes. Attends, les VC, c'est. VC, c'est capital risque, c'est la traduction. Ah, ça, c'est d'accord. Les family office font partie des gens qui mettent au pot chez un venture capitaliste. Oui. Ça dépend de la taille du. Oui. Oui, c'est-à-dire que eux aussi, ils font une forme d'allocation d'actifs. Ils n'ont pas la même taille. C'est-à-dire que c'est pas un fonds de 100 milliards, c'est plutôt un fonds de 100 millions, le family office. Et ils ont les mêmes réflexes que les gens au-dessus, c'est-à-dire ils disent bon, bah, j'en mets une partie en bourse, une partie en immobilier, une partie en alternatif. Mais du coup, c'est des montants qui sont complémentaires, quoi. Et pour certains, ils font en direct, mais ça veut dire payer une équipe qui va faire ce travail. Donc c'est un peu pareil. Oui, mais en même temps, ils prennent des risques à leur nom. C'est-à-dire que les business angels, c'est comme des indépendants. Alors, les business angels, oui, mais souvent les montants qu'ils mettent sont ridicules. Ouais. Et souvent, la raison pour laquelle ils le font, c'est pour avoir quelque chose à raconter socialement. Voilà. Les family office,
c'est des gens qui ont de l'argent à gérer pour le compte de la famille, mais souvent, ils ont confié ça à des professionnels qui font le boulot qu'ils feraient s'ils étaient dans un fonds de pension, sauf qu'ils n'ont pas les montants avec un fonds de pension, qu'ils n'ont pas les mêmes équipes, et qu'ils essaient tout simplement de reproduire ce que font les grands. Donc, essaye de faire du Alors, capital risque ou du répartir capital aussi développement. Ouais, enfin, entre le cash, Enfin, ils achètent un appart. l'immobilier, et c'est pareil, quoi, ils refont la même chose, cash, immobilier, Ouais. capital développement et capital. Ouais. En général, là où la différence se fait, c'est qu'eux, ils sont beaucoup moins capables de faire des allocations en dehors de leur zone géographique. Est-ce qu'il faudrait que tout ça, ça irait dans Alternatif Oui, Alternatif. par le fait que tu es pas en train d'investir dans du bon du trésor, de mettre dans du bon du trésor, mais que tu es en train de faire une monnaie contre une autre. Donc c'est de l'arbitrage. De l'arbitrage ou de la spéculation. On n'est pas dans la classe bourse Non, non, Ah, c'est de la bourse. bourse, voilà, Ouais. bourse, c'est des entreprises cotées. Côté. Mais bon, enfin, il Ou n'y a pas de second marché. définition officielle, hein, mais c'est pour se fixer un peu les choses. Apax Partner, notre ami Claude Rosweg, Oui. c'est une société de private equity. Private equity qui a fait beaucoup de capital risque au départ, mais qui très vite est allé vers du LBO qui est plus rentable et sûr, et qui continue à avoir une petite activité de capital risque, mais finalement, juste pour dire qu'on est toujours les mêmes, quoi. Mais au départ, c'était Alan Patrikoff associé, qui était un mec de la vallée qui faisait du. Ok, donc on comprend mieux les différences entre. Voilà. Donc ils ont la contrainte de devoir rendre à la fin l'argent, parce que leurs 2% par an, ils s'arrêtent au bout de 8 ans. Vous me dites que c'est 8 ans et peut-être avec 2 années de grâce. Bon, on est bien d'accord, s'il y a les 2 années de grâce, je ne vais pas vous payer pour ça. Donc tout d'un coup, ils ont des équipes à maintenir, mais plus de revenus. Ils n'aiment pas trop. Donc ils sont dans Plus- une dynamique permanente. Ah. Ils meurent s'ils s'arrêtent. Ouais, S'ils il faut en récupèrent plus de permanence, fonds. qu'ils aient des fonds à gérer, oui. Donc il faut qu'ils affichent des bonnes performances, oui. Mm. Alors après, on verra ça plus tard, mais il y a une question de comment tu calcules ta performance. Parce que tu as la performance vue par celui qui met l'argent chez eux. Ils viennent les voir, ils leur disent mettez de l'argent chez nous pendant 10 ans. En gros. Et puis en fait, c'est pas vous me faites un chèque maintenant, c'est vous vous engagez à mettre 30 millions chez moi, bon bah super, je vous appellerai quand j'ai besoin de l'argent parce que j'ai trouvé de quoi investir. Et donc pour la boîte de capital risque, c'est en fait pour moi le rendement il commence quand je te demande l'argent et quand je te le renvoie. Alors que pour le fonds, enfin pour le fonds de pension, ça commence au moment où je m'engage, puisque je ne peux pas en faire grand chose, je suis obligé de le prêter à l'Allemagne en attendant pour pouvoir le récupérer à tout moment, donc c'est en taux d'intérêt négatif. Donc et ça fait une différence parce qu'on traite de TRI. Et le TRI, c'est le rendement rapporté au temps. Donc si on a passé 2 ans à rien faire, juste chercher des dossiers, c'est 2 ans qui vont compter. Donc on n'aura pas fait un investissement qu'on a revendu 1 an après, on aura fait 2 ans, un investissement qu'on vend 1 an après. Donc ce sera le retour sur investissement, sera à prendre sur 3 ans. Mais eux le comptent rarement comme ça. D'où le décalage qu'il y a entre la perception par les fonds de pension et la perception par les boîtes de capital risque. Et de fait, la classe d'actifs capital risque a de plus en plus de mal à trouver de l'argent. Ça se voit comment? Ça se voit dans les dernières levées de fonds qui ont été faites par des fonds. Ils ont dû aller chercher des industriels. Et des industriels, souvent des industriels qui mettaient cet argent essentiellement pour des questions d'intelligence économique. Dans le cas de. Aller sourcer les technos, les nouvelles technos. Avoir l'accès à l'information. Si par exemple, Là, aujourd'hui. levé, c'est Partech. Partech, ouais. Partech, génial. Ils ont levé énormément. Chez qui? Justement, je sais pas. Edenred. Edenred, c'est une boîte de tickets resto. Les mecs ils sont intéressés à savoir les trucs qui se passent là-dedans. Ils ont plein de Donc trésoreries Partech, aussi. mais Partech l'a dit. Hein. Et quand le mec a dit ça, moi j'étais surpris que personne ne bouge. Il a expliqué, voilà,
on arrive à sourcer 3000 dossiers par an de très bonne qualité. Et ça, Edenred, ça les intéresse. Donc ils mettent 10 millions ou 30 millions de sous-gestion. Ils pensent qu'on va le leur rendre et plus. Mais en plus, ils veulent avoir accès à ce flux de 3000 dossiers. Mais en même temps, Edenred, c'était des tickets restaurants au départ. Ouais. C'est une boîte qui génère nécessairement du cash. Ouais. C'est une entreprise qui ne s'endette pas à long terme. On n'a pas besoin de frais fixes importants. Donc, Moi, ça ne me dérange pas qu'ils mettent de l'argent à gérer chez qui ils veulent. Ça me dérange qu'ils aient accès à des business plans qui sont supposés rester confidentiels. Ah, Voilà. c'est ça le truc. Je vais donner un autre exemple. La BPI investit dans des dossiers. Aujourd'hui, tous les dossiers en matière d'objets connectés, ils sont présentés à WeThink pour savoir ce que WeThink en pense. WeThink, c'est Karel. Karel. C'est un gars qui passe, c'est la balance connectée, etc. Il passe pour le boss en la matière. Donc, à chaque fois, il est devenu le conseiller de la BPI sur ces dossiers. Surtout que la BPI a mis de la thune dessus. Bien sûr. Alors qu'il est concurrent. Enfin, il est concurrent de chaque dossier, quoi, en gros, c'est ça. Ah bon? Donc, c'est ça, hein. Tu penses qu'il y aurait un conflit d'intérêts? Il peut racheter pas cher. Je lève 30 millions, je les brûle complètement. Si Câble La Poste a un recours juridique contre moi ou non? Non. On vous a bien dit que c'était un investissement à risque. Alors, attention, c'est tout le truc. C'est la probabilité la plus forte, c'est que 80% de mes dossiers, 90% de mes dossiers, 95% de mes dossiers aillent mal. Du coup, mon souci, c'est de pouvoir montrer a posteriori que j'avais bien fait le job. C'est juste pas de chance. Du coup, je deviens un bureaucrate. J'introduis, donc on en parlera tout à l'heure, mais j'introduis dans le process ce que les Anglais appellent du red taping. Je fais des trucs à remplir pour pouvoir dire plus tard, non, mais j'avais bien demandé l'information, j'avais bien fait les vérifications de tout, et donc c'est bon. Donc, tu payes pas mal d'avocats avec tes 2%. Non, pas avec Non, les 2%. Tu préviens. En plus, Ah, en plus. c'est ça tout le truc. Ah oui, en plus. C'est le deuxième point. C'est que, voilà, ils sont des gens qui gagnent bien leur vie, qui peuvent afficher bien, qui peuvent recevoir tout le monde régulièrement à faire des petites fêtes, etc. Mais en plus, ils sont des gens qui mobilisent 3 à 4% par transaction en fournisseurs divers. Oui, mais parapluie, mais donc du coup, des gens qui les aiment bien. Les banques d'affaires, elles travaillent à 80% pour des fonds d'investissement. Les boîtes de com, elles sont ravies quand les mecs rentrent dans la danse. Les boîtes d'audit, c'est un métier qui n'existait pas, les due diligence. Attends, mais j'ai pas compris. Alors, C'est pour Ils ont créé un valider que écosystème. tu as de l'argent Ils ont à créé sous-gestion. l'écosystème qui a- Ouais. Tu as de l'argent sous gestion, tu touches 2% par an de frais de gestion. Ok, ça c'est les salaires. Avec Non, les pas que ça. donc 2% par an pendant 10 ans ou pendant 8 ans, ça fait quand même 16 à 20% de l'argent qui est plus à investir. Hein. Donc, donc si on parle de 100 millions, avec les 80 millions qui restent, tu vas acheter des boîtes et les revendre. Mhm. Tu vas acheter des boîtes, 3 à 4% de frais. D'accord? Donc tu as Comme des droits entre d'entrée. Ah oui, des droits de. Enfin, oui, t'as autour de 3 millions qui vont être dispersés En prestation. dans des avocats, auditeurs, experts divers et variés. Mais qui paye? Banque d'affaires. J'ai pas compris. Qui paye ces 3%? Ça fait partie de ton investissement. Donc c'est dans les 80 millions. Donc tu dis que tu as 80 C'est millions, les droits d'entrée. mais les 80 millions, ils comprennent les frais de transaction. Le capital risqueur va chercher l'argent auprès de tous les gros. Il Ok. prend 100 millions. Ouais. Sur les 100 millions, il y a 2% qui va dans le C'est les management salaires, fee, ok. c'est les Ouais. salaires. Donc il reste plus 80. 3 à 4% qui sont liés à toutes les acquisitions de deal ou le fait qu'on achète des actions dans une boîte, etc. Par exemple, la boîte te dit je mets 5 millions dans ton projet. Oui. Par contre, il y a 500 000 pour la com, les avocats, les machins, c'est ça? Alors,
en fait, la boîte, elle dit, moi j'ai besoin de 5 millions, mais l'investisseur, il pense, en fait, ça va me coûter 5,5. Ah, ok, d'accord. Et c'est une raison pour laquelle ils ne vont pas sur les petits dossiers. C'est que c'est un pourcentage, en fait, c'est pas un vrai pourcentage. Si tu devais mettre 100 000 sur la table, tu en as quand même pour 300, 400, 500 000 de frais de due diligence. Ok. Donc pour toi, l'investisseur, c'est pas un truc à 100 millions, c'est un truc à 600 millions, à 600 000. Tu mets pas 100 000 dans l'investissement. En réalité, comme tu dois faire du red taping pour bien montrer que tu n'as pas fait des trucs inconsidérés, tu vas devoir payer ton avocat à 200 000, ton auditeur à 200 000, Du coup, ton banquier d'affaires à 200 000. Donc ça va te coûter 600 000, quel que soit l'investissement que tu fais. Donc pour 600 000, tu as intérêt plutôt à faire 6 millions que de faire 100 000. Du coup, maintenant je comprends ce que tu disais après, c'est qu'il crée un écosystème de. De gens qui ont intérêt à ce qu'ils vivent. De pique assiette. Ouais. Ah, c'est des gens qui n'avaient pas de métier avant. Les boîtes d'audit qui se sont mis à faire ce qu'on appelle du transaction services, c'est un métier qui n'existait pas avant les fonds d'investissement. tu veux quoi? Ah. Non, je vérifie. Vérifie que ça tourne. Ouais, c'est bon. Stylon. C'était en. Comment tu sais que c'est Stylon? Parce qu'il y a le petit bouton bleu. Petit bouton bleu, d'accord. Mais les fonds d'investissement Oui. sont en prod les capital risques, c'est ça? Rien à voir. Oui. D'accord. Oui. Quel C'est ça. autre type d'organisme on a comme fonds d'investissement? Écoute, après, tu as des gens qui sont marginaux là-dedans, qui sont des family office, qui sont des business angels, mais ils représentent 95% de ce qu'on appelle le capital risque. Et c'est pas réglementé. Donc j'ai le droit de payer mon avocat 100 000 € sur le dossier. Oui. Mais là, le point, c'est est-ce que tu vas pas te faire cartonner par la Poste fonds commun de placement à la fin. Ah, ils ont quand même un droit de regard. Alors, ils ont le droit de regard, mais dans la limite des bonnes pratiques du métier. Mais cet avocat, ça peut être mon cousin. Bien sûr. Et en fait, c'est ton copain. Ça devient ton copain à la fin. Évidemment. Oui, C'est ton meilleur ami. Au départ, oui, Ce qui est- c'est sûr. Les avocats gagnent Vous une votez par les fortune. machines, là. Ces temps-ci, les avocats sont les professions les mieux payées. Est-ce que ça se justifie? Non. Ça se justifie. C'est l'arrivée des fonds d'investissement qui a permis ça. En même temps, ils apportent un relationnel. Moi, je pense à mon cousin. Non, mais c'est vrai. Bah, J'adore. ouais. Oui, mais le problème, c'est qu'ils partagent de l'information aussi. Pour un entrepreneur, de ce point de vue, il y a quand même une intelligence économique, et ça, c'est clair. Alors, j'avais un point là-dessus. Oui, il faut aussi compter une autre catégorie que j'ai pas noté là-dedans, dans les fonds d'investissement. C'est un truc qui est à peu près la même chose. On n'est plus dans le fonds de pension qui dédie une faible partie de son truc. On est dans le fonds purement, et c'est ça qui leur a permis de survivre récemment, parce que les fonds de pension, ça fait suffisamment longtemps qu'ils investissent là-dedans pour savoir que ça ne marche pas. Hein? Donc on en parlera plus tard, mais il y a une étude d'un chercheur allemand qui travaille en France, qui travaille à HEC, qui s'appelle Oliver Gottschalk, qui montre que le rendement sur 25 ans de tous ces fonds-là, c'est 2 points inférieur au marché sans risque. 2 points de moins que de passer sur des bons du trésor. Donc c'est délirant. Donc là, ils le savent. Donc du coup, ils mettent pas d'argent dedans. Mais pourtant, ils ont quand même réussi à trouver de l'argent. Et l'argent qu'ils ont réussi à trouver, c'est les FCPI. Ouais. Alors BPI, oui, alors BPI effectivement, ils ont réussi à expliquer que, vous savez, nous, Capital Risque, on est nécessaire. Et on a un mal fou à exister aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de capitaux en France. Il n'y a pas de capitaux en France. On a des fonds d'assurance vie partout, on a des machins, il n'y a pas de capitaux en France. Ah non, c'est juste que les investisseurs qui connaissent un peu leur métier savent qu'il ne faut pas mettre leur argent là-dedans. Du coup, ils ont demandé à BPI un produit, et le produit de la BPI, c'est 50% du fonds, c'est BPI.
et on garantit, enfin, un truc génial. Et le reste, c'est des réseaux bancaires qui vendent un produit de défiscalisation qui s'appelle le FCPI. Mm. Et alors là où c'est, là on voit bien la dérive qu'il y a là-dedans. Les frais de gestion de 2% par an, c'est ce qu'on a quand on va dealer avec des professionnels. Et ça répond un peu à ta question, Nicolas. Aujourd'hui, regardez les fonds, regardez les frais de gestion d'un FCPI. C'est public. Ça va être 4-5%. 4-5%. Et Tu pourquoi? donnes 1 euro, 4% qui vont partir juste dans le... Chaque année. Hmm. Alors, Pourquoi? Oui. pourquoi? Parce que les diffuseurs de ces produits, la Poste, etc., ils demandent 3% par an. Donc, on Les a frais en commerciaux, fait, quoi, les frais commerciaux. ouais, mais Enfin, c'est un détournement de l'aide fiscale, quoi. C'est un détournement puisque au départ, ce que prenait la Poste, ces trucs, c'était des frais de dossier. Donc c'était un 2, 3, 4% upfront. Et là maintenant, c'est du 3% par an. par an, ouais. Ils adorent. Mais c'est ce qui s'est passé, en fait, parce qu'il y avait des fonds de capitalistes qui avaient besoin d'argent, qui allaient voir des gens qui étaient des réseaux bancaires dont le métier c'est de vendre du produit financier, et qui leur disaient mais vous devriez vendre un produit FCPI qui a un super avantage fiscal. Ah oui, mais enfin c'est dur à vendre, on n'y arrive pas, parce que vous n'avez pas des bons résultats aussi, etc. Bon, mais si vous voulez, on peut vous payer plus. Et donc Oui. ils sont arrivés à les payer 3%. Donc la FCPI s'adresse à des gens qui ont envie de sécuriser leur investissement tout en sachant qu'ils peuvent l'optimiser avec du capital risque. Non mais celui qui va acheter en tant que particulier, En tant que particulier, tu mutualises tu un peu achètes. tes Non, risques. en tant que particulier, tu achètes pour mais qui ne va l'économie d'impôt. jamais. Ouais. Et C'est qui- des fonds ISF ou des fonds FCPI. Le fonds ISF, tu économises 25% de ton ISF. Le fonds, enfin 50% de ton ISF, pardon. Donc au lieu de payer 100 d'ISF, tu payes 50 Parce que tu investis 50 dans un FCPI. parce que tu investis 100 dans un FCPI, dans un fonds ISF. Du coup, si jamais ils te rendent ne serait-ce que 50% de la somme à la fin, ça t'a coûté rien. Et le FCPI, c'est combien? On parlait dans les dynamiques. Le FCPI, c'est t'enlèves ça sur tes revenus, 25% de tes revenus. Comme la 25%. forêt, quand tu achètes de la forêt, tu as 25%. Voilà, tu c'est les mesures ne fiscales. déclares que 25% du montant de ta forêt. Si ta forêt vaut 100, tu déclares que 25. C'est pour ça que c'est un truc de défiscalisation intéressant. Comme le vin d'ailleurs, départ de groupements agricoles sur Non, mais le c'est vin aussi. génial. Non, mais voilà. Et Tu as ça, des niches fiscales comme ça. ces niches fiscales, tu t'aperçois qu'elles ne profitent en fait qu'au réseau de distribution. Oui, qu'aux intermédiaires. C'est le réseau de distribution, c'est la Poste, le mec qui touche une prime à chaque fois qu'il arrive à te vendre un FCPI. Et une prime tous les ans. Voilà. Ce sont D'accord. D'accord. des vaches à lait. Non, mais... Bon, donc, encore une fois, Mm. ça explique, enfin pourquoi j'insiste là-dessus, parce que ça explique une grosse partie du bien qui se dit sur ces gens-là. Mm. C'est des gens qui ont fait des bonnes écoles, Mm. qui sont de bonnes familles, qui sont toujours propres, bien habillés, etc., dans des beaux locaux. À qui on donne le bon Dieu sans confession. Bah évidemment, quand on voit tout ça, ils ont les meilleurs avocats, ils ont les meilleurs auditeurs, ils ont les meilleures boîtes de communication. Les médias, oui, il va dire. Enfin, Ils ont les médias dans la poche parce qu'ils ont des tas d'histoires super intéressantes à leur raconter. Le storytelling. Voilà. Le Donc BFM on TV. a en face de nous des gens qui détournent de l'argent et on a de la mafia en face de nous. Une sorte de mec. Hein. J'ai été interviewé il y a un an, c'était quand? C'était l'année dernière, ouais. Par le journal du net, et j'aurais dit qu'ils étaient à la limite de l'escroquerie. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, alors l'escroquerie est peut-être pas le terme, mais ils La prétendent, manipulation. quand ils vont voir les fonds d'investissement, qu'ils vont rapporter du 30% par an.
Et ça n'existe pas. Il y a des gens qui le font, mais c'est un quart des boîtes qui arrivent à faire un truc à peu près comme ça, et c'est jamais les mêmes. Donc c'est... et le capitalisme en France, c'est moins 5% par an. Hein. Et t'as pas d'exception. T'as pas un ou deux fonds qui ont Si. réussi. T'as un ou deux fonds, mais le coup d'après, il n'est pas sûr de réussir. Ma question c'est ça. Est-ce qu'il y en a aucun qui a réussi à tenir sur 10 ans Tu en as aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est parce que sur le mass, c'est normal qu'il y en a un qui réussit plusieurs fois? Ah oui, genre il a mis dans Facebook, il est tranquille pour... Une fois, il a eu Facebook, l'autre fois d'après, il a eu Skype, et la fois d'après, mais enfin bon, c'était juste parce que s'il n'avait pas Skype, il était foutu. Google. Ouais, d'accord. Et ton Je sais pas. interview, elle est passée? Sur la lunette, ouais, il y a eu un retour, mais incroyable. D'accord, non, mais elle est quand même passée. Ah, sur la lunette, il trouvait le truc intéressant. Mais faut voir les commentaires que j'ai eus. Faut voir les commentaires que j'ai eus. C'était juste hallucinant. Bah, de la part de ces braves gens. Chamboredon étant le principal, et puis l'autre étant Philippe Colombel de Partec. Les deux, là, ils étaient comme ça. hystériques. Et Chamboredon en train de faire, mais qui est ce garçon? Ça va, tu me connais. Oui, c'est vrai, je te connais, mais c'était terrible. Ah si, je me souviens, oui, j'ai dû voir passer. Bon. Alors, revenons maintenant sur le sujet. Donc, on est en train de dire, voilà l'historique, voilà les gens qui investissent, et donc voilà leurs contraintes à eux. Leur contrainte, c'est, je dois rendre l'argent dans 8 ans. Enfin, 8 ans à partir du moment où les gens ont commencé à me signer leur engagement d'investir. Ça veut dire que si c'est 2 ans ou 3 ans après, il ne me reste plus que 6 ans. Et donc on réussit dans 6 ans ou on ne réussit pas, ou on est mort. Ou on arrête. Ensuite, l'autre contrainte, c'est il faut que je montre à chaque fois que j'ai bien investi avec rigueur, que je ne suis pas passé à côté de quelque chose d'important. Donc en fait, je dois mettre ceinture et bretelles et fixe chaussette. Et puis, il y a aussi un troisième point qui est important, c'est que il ne faut pas, si jamais j'abandonne l'affaire, que derrière ça réussisse. Ça montrerait que je n'ai pas été un investisseur avisé. Ah oui. D'accord. Je pense, juste à vote, les entrepreneurs qui ont réussi et qui ont fait fortune et qui investissent dans des boîtes, ils ne sont pas vraiment dans cette logique-là, finalement. Alors, ils sont plutôt dans une logique, il faut que je trouve vraiment la pépite et que j'investisse, que j'aide en même temps et en même temps que je gagne. Écoute, c'est contrasté. D'abord, tu en as certains qui n'ont pas le temps, confient ça à des gens qui finalement vont rien faire d'autre que du capital risque et qui auront les mêmes contraintes. Tu m'as demandé de faire un tel retour et d'être dans tel temps, etc. Donc Jérémy Bérébi chez Niel, c'est le mec, il est comme tu mettrais dans un fond, il ferait pareil. Donc du coup, c'est pas Niel que tu as, c'est Bérébi. Après, tu as un autre sujet qui est, on est en train de parler de la question de l'autonomie. Donc c'est l'autonomie de qui? De l'investisseur qui voit le truc et qui trouve ça bien, donc l'entrepreneur qui voit ça en tant qu'investisseur et qui dit tiens ce truc là c'est bien, ou de l'entrepreneur qui reçoit l'argent et qui est autonome. Donc quand c'est distribué de manière quasi aléatoire, c'est-à-dire écoute, j'ai confiance en toi, ça me paye bien ton truc, voilà l'argent, je te fais confiance, pas de problème. Mais c'est rare. Je me dis juste c'est peut-être plus sain déjà. Ça peut l'être, mais c'est pas certain. Après c'est sûr que leur métier change parce que ça devient des non mais ça peut l'être, mais c'est pas ça. Alors maintenant, nous on n'est pas opposés au capital risque. Je pense même que pour un entrepreneur, être un venture capitaliste est une bonne idée. Mais c'est juste... Hein? En reconversion non, comme métier, comme job. Un entrepreneur qui a une PME, qui gagne de l'argent et qui réinvestit cet argent sur des nouveaux projets, sur de nouvelles idées, un nouveau marché, tiens je vais me développer en Allemagne, tiens je vais lancer ce nouveau truc, etc.
Qu'est-ce qui fait de différent d'un investisseur de type capital risque? Mais, moi, je lui recommande de ne pas faire ça avec des entrepreneurs. Il faut qu'il fasse ça avec des managers. Donc, c'est juste que il ne faut pas que l'entrepreneur aille chercher de l'argent chez ces gens-là, mais il faut que ces gens-là, pour réussir, ils ont intérêt à plutôt être entrepreneurs. Hein, tu es entrepreneur, tu vas prendre des gens et tu leur dis confiez-moi votre argent, je vais m'en occuper. Tu vas probablement faire un bon résultat. Tu vas mettre des managers en place, tu vas les driver, tu vas faire en sorte que ce truc-là, ça se développe. Toi, tu vas être très hands-on, tu vas vraiment pousser le truc et tu auras des managers qui seront super contents d'avoir quelqu'un comme toi qui les aide et leur montre la voie, etc. Donc, et quand on parle des fonds américains qui réussissent, tu t'aperçois que c'est ça. Les gens de chez Sequoia, ils ne te disent pas voilà les boîtes dans lesquelles on investit. C'est voilà les boîtes qu'on a créées. Ils ont créé des boîtes. Et ils sont là, ils discutent avec leurs copains qui sont VP dans des grands groupes américains et qui leur disent ah mais nous ce truc là on a un problème là. Ah ouais c'est vrai t'as un problème là. Tiens ça je pourrais peut-être le résoudre. Et j'ai vu un dossier qui venait et qui était capable de résoudre ça, je vais les rappeler. Ils rappellent les gars, on va peut-être investir chez vous. Et puis est-ce que j'ai confiance en eux, est-ce que je les recrute ou pas? Il peut décider de tout changer l'équipe parce qu'il fait son recrutement en fait, comme tout entrepreneur. Et puis, il sait dans 2-3 ans qu'il va revendre ça au VP de chez AT&T qui a un problème gros comme ça et qui ne sait pas comment le résoudre. Moi, ça me va très bien. C'est du joli business. Il ne faut juste pas que le CEO dans lequel il investisse imagine qu'il est un entrepreneur. Ou alors il va être malheureux. Oui, mais c'est ça, il n'y a pas de vraie création de valeur. Enfin... Oui, il peut y avoir une véritable création de valeur, tout comme un entrepreneur crée sa boîte. Tu crées ta boîte parce que tu as un copain chez Bouygues Télécom qui te dit nous on n'est pas capable de faire ce truc là et dans 2 ans on est dans le mur. Tu dis je vais créer une boîte, je vais bien commencer à lui montrer dès maintenant que je serai bientôt capable de résoudre son problème et le gars il va expliquer à sa direction pourquoi il faut acheter cette boîte sinon on est dans le mur. C'est de la création de valeur. C'est comme créer un logiciel ou je sais pas quoi, sauf que carrément tu crées une boîte. Voilà. Et même, au lieu de vendre le logiciel, tu vas vendre la boîte à la fin, pourquoi pas? Ouais. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu as fait ça et tu as là-dedans mis un CEO qui va partir avec la boîte. Qu'éventuellement, tu recruteras plus tard pour un autre projet, mais toi, c'est pas. On peut voir ça en tant qu'acte d'entrepreneuriat. Revenons sur maintenant qu'on a fait Pour préciser ma pensée, oui. tu es plus en train de profiter d'une inefficience que... Tu fais toujours ça comme entrepreneur. Oui. C'est ta vie. Ça dépend. C'est ta vie de voir les inefficiences partout qui sont de la perte de valeur. Non? Tu fais quoi d'autre? Ouais, mais tu peux aussi... oui. Il y a l'inefficience, c'est Melsion, tu viens en profiter et pour le plus grand bien de Melsion. Ouais. Un goulot de tremblement, des rigolerates. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais... Donc, gardez bien en tête tous les différentes caractéristiques de ces gens-là, parce qu'on va y revenir au fur et à mesure. J'avais juste, tu dis carried interest, finalement ils sont pratiquement jamais touchés. En France... C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, ils n'obtiennent pas les résultats vendus. Ouais. Ils font moins 5% en France, donc peut-être 1 ou 2. Mais tu sais, moi, dans les LBO, t'en as qui ont touché beaucoup. C'est le jackpot, c'est ah oui, non, mais dans les LBO, c'est indécent. Les managers de... nous, on avait vu leur compte... je vais dire une connerie... Comment il s'appelle? Carmignac? Non, une boîte de gestion de LBO, fonds LBO... On avait regardé leur société de management, et la société de management, elle avait 120 millions de résultats cumulés pour une dizaine de managers. Ça l'était. Ça l'est de moins en moins, justement parce que tout est arbitré maintenant et qu'ils ont profité
pendant 20 ans d'un trou que les gens ne comprenaient pas tous. Donc les gens qui se sont mis dans les années 80, ils ont tous fait fortune. Et très vite. Qui a fondé les LBO, tu as une idée Ça vient des États-Unis. Et donc les premiers, c'était LBO Partners, c'était LMBO, c'était Initiative de Finance. Donc c'est pas une banque en fait. Non, c'est des petites équipes. Petites équipes indépendantes. Des entrepreneurs. Eux, pour le coup, ils cherchent les managers. Non, quand tu fais un Oui. LBO, tu es un entrepreneur qui cherche les managers. Oui. Là. Oui. Oui, moi j'ai trouvé un modus vivendi avec mon meilleur pote qui est patron d'un fonds de LBO. C'était de dire on est bien d'accord, toi tu vas pas investir dans des entrepreneurs et moi du coup ça me va. Et lui dit ben, j'ai certainement pas envie d'avoir un entrepreneur. Moi je veux avoir des managers que je peux virer si ça va pas. Donc ça va. On est resté amis. Ok, ça on doit l'avoir en tête. Sur tout le reste de la discussion, puisque en fait c'est leur contrainte. Maintenant, l'entrepreneur vient nous voir, il a besoin de lever d'argent. La question, est-ce que sur le premier axe de l'autonomie, c'est tenable? Alors, l'entrepreneur, il va devoir, s'il a des gens comme ça à bord, vendre l'entreprise dans les 5 ou 6 prochaines années. C'est-à-dire qu'à partir de 4 ans, il va avoir une pression très forte pour vendre. Et ce que ça veut dire, c'est que les investisseurs, quand ils rentrent dans le dossier, leur premier soin va être comment je m'assure que je pourrai obliger à vendre. Donc c'est des clauses introduites par ces excellents avocats qui payent si cher. Donc des clauses d'obligation de cession, des clauses de buy or sell, des clauses Il vend son âme au diable en fait. On n'est pas, enfin, on est en train de travailler avec des gens qui ont un objectif très clair, donc on est au courant. Juste qu'on n'accepte ou pas de rentrer là-dedans. Rigolant. Voilà, toutes ces clauses-là sont des clauses qu'on introduit pour s'assurer qu'on va pouvoir sortir. Alors, une difficulté majeure, c'est la vision du monde. Parce que, en fait, depuis le début, on a une opposition entre un monde qui est le monde de la finance, je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance, etc., qui est un monde qui, depuis les années 60, est rentré dans le monde de la loi normale. Alors, de quoi je parle? Il y a, dans les années 60, un chercheur qui s'appelle Markowitz, je crois que c'est comme ça, qui a mis en place une théorie qui est la théorie de portefeuille. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit finalement, quand je me place au niveau tout en haut, là, le niveau du fonds de pension, la caisse de retraite, la boîte de gestion d'actifs, si jamais j'ai un nombre suffisant d'investissements et que je les décorrèle les uns des autres, donc un truc dans des pays, un truc dans d'autres pays, un truc dans des fonds d'État, un truc dans des trucs alternatifs, un truc dans l'immobilier, etc. Si c'est suffisamment décorrélé, globalement, tout va s'équilibrer entre ce qui monte et ce qui descend. Et ce que je vais garder, c'est la pente moyenne de mes investissements. D'accord? C'est-à-dire, si je prends plus d'une centaine d'entreprises décorrélées les unes des autres, qui font tous en moyenne du 15% de retour sur investissement, je vais avoir 15% de retour sur investissement quoi qu'il arrive. C'est magique.
Du coup... Le décorrélé, à mon avis, il n'est pas innocent. Alors, comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Il est arrivé à ça en introduisant juste un petit truc en présupposé. On va admettre qu'on est dans un monde qui répond à la loi normale. Qu'on est dans un monde où les cours de bourse, par exemple, se répartissent autour d'une courbe de Gauss. Voilà. Alors, si c'était le cas, ça voudrait dire que depuis 1924, le nombre de journées de bourse qui décale de plus de 5%, on aurait dû en avoir 6. Et on en a eu 66. Donc c'est pas un tous les 15 ans, c'est un tous les 18 mois. Donc en fait, ça colle pas. Il n'y a pas de courbe de Gauss qui permet d'expliquer ça. Mais la théorie de portefeuille, qui justifie finalement l'existence de ces gros-là, puisque c'est parce que c'est beaucoup mieux d'avoir son argent qui est diversifié partout, etc., parce que c'est beaucoup plus sûr à l'évidence, eh ben, cette théorie de portefeuille est basée sur un présupposé qui est fondamentalement faux. Et ce présupposé, il est vrai aussi sur d'autres fondamentaux de la finance moderne, qui sont la théorie des options, qui sont le Black and Scholes, c'est-à-dire l'évaluation des options. Et c'est important puisque, en fait, dans la théorie financière, tout est une option. C'est-à-dire à partir du moment où j'achète une action à un prix, où je suis prêt à perdre ça, et donc du coup, je vais l'acheter, si elle passe là, je la vends, mais tout le reste, je la garde. Et ce que j'espère, c'est faire un plus haut là. Et donc, c'est gagner ça. Bénéfice-risque. En étant prêt à perdre ça. Ça s'appelle une option. Je vais payer ça. Je vais payer ça pour avoir le droit de gagner ça, peut-être. Oui, trop démons. Non. Ils sont tous asséchés. C'est avec le rouge. Pire. Attends, c'est nouveau ça, Faut les jeter. Nicolas? Ouais, le micro, on l'a jeté. Donc, je vais être prêt à perdre ça. Donc, c'est mon investissement pour pouvoir gagner sur une action qui va faire comme ça, pour pouvoir gagner éventuellement ça, c'est-à-dire avec une idée que je vais y consacrer un temps T. Donc, avoir le droit sur un temps T de pouvoir acheter à un prix pour pouvoir bénéficier de la plus-value en investissement quelque chose que je suis prêt à perdre, ça s'appelle une option. D'accord? Et c'est ce que fait tout investisseur en fait en bourse quand il a un temps donné. Et donc du coup, la théorie des options et la façon de mesurer la valeur d'une option finalement a une influence sur l'ensemble de la finance moderne. Or, ce que dit la théorie d'options, c'est qu'entre une action qui fait ça et une action qui va faire ça, celle-là est plus intéressante. Celle-là a plus de valeur. Elle a une volatilité plus importante, donc elle a une valeur plus importante. Pourquoi? Parce que celle-là, c'est ça son rendement, alors que celle-là, ça peut être ça, comme ça peut être celui-là, ou comme ça peut être celui-là. Donc on a 3 rendements potentiels, donc plus de valeur. Sur une partie court terme. Sur des arbitrages qu'on peut réussir à faire ou pas. On peut ne pas les prendre, mais si on les prend, si on achète, comme on a plus possibilité, de potentiel, quoi. Voilà. De cette façon, Ça a plus de potentiel. Quoi. Ça a plus de potentiel. Hein? Donc ça étant dit, on a du coup une théorie très forte
qui dit plus... Attention, hein, c'est que... c'est devant témoin. Donc, on a une théorie très forte, c'est Black and Scholes, c'est... je ne sais plus qui faisait la théorie d'option, mais bon, ça va revenir, qui dit plus l'action est volatile, plus elle a de la valeur. Alors, plus elle est volatile, plus elle est risquée. Tout va bien, ça a plus de valeur parce que c'est plus risqué. Mais, ma théorie de portefeuille, c'est que tout ça s'annule. Tous les risques. Si les risques sont à contre-cycle, les risques s'annulent, et qu'est-ce qui reste? Cette fameuse rentabilité-là. Qu'est-ce qui est une action plus volatile? C'est une action qui est moins diversifiée. C'est une action qui fait des grosses acquisitions. Elle peut croître plus vite, mais elle peut se casser la gueule. C'est une action qui est très endettée. Une action endettée? Ouais, quand tu es endetté, tu vas plus vite parce que tu as plus d'argent, mais tu peux te casser la gueule. Donc tu as plus de volatilité. Mais la rentabilité n'est pas corrélée aussi avec les objectifs. Parce que la volatilité permet une rentabilité à court terme plus forte, mais l'autre permet plus de... Non, mais si on mesure sur 15 ans ou 20 ans. En termes économiques, en tant qu'investisseur, tu dis, là, avec celle-là, j'ai plus d'opportunités de sortir sur cette période de temps. Donc ça a plus de valeur. Je réussirai ou pas à saisir ces opportunités, mais ça a plus de valeur. Tu vois? Alors que celle-là, je n'ai qu'une opportunité finalement potentielle. Donc En fait, du coup, c'est rendement-risque, quoi. C'est Hein? l'arbitrage entre rendement et risque. Ça dépend de... C'est présenté comme le rendement risque, puisqu'on dit, bah, justement, tu vois, ça veut dire qu'en fait, un truc plus risqué, c'est normal qu'il y ait plus de rendement. Mais en fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a un présupposé qui est que cette truc plus risqué, a plus de valeur, alors qu'au final, il fait le même rendement. Et ce que ça fait, c'est que ça sous-pondère la question du risque. Alors pourquoi ça? Parce que on est dans cette croyance que le monde, Voilà. c'est une courbe de Gauss. Belle couleur. Oui. Que c'est une courbe de Gauss, et la caractéristique de la loi normale, Bruno pourrait nous l'expliquer longuement, c'est que plus on s'éloigne de la moyenne, plus la probabilité est faible. Il y a une décroissance de la probabilité. Donc du coup, dans la loi normale, on dit tout va s'équilibrer autour de la moyenne, puisque plus on s'éloigne et moins c'est probable. Donc si on prend une moyenne à 15%, eh ben, c'est pas grave que ce soit risqué, puisque sauf à ce qu'ils aient tous une corrélation et qu'ils se plantent la gueule tous au même moment. Donc si on les prend très décorrélés les uns des autres, on prend de l'emballage papier et de la banque et de la grande distribution et du loisir, bon bah ça va, qu'il y en a un qui montera et l'autre qui tombera, donc ça va s'équilibrer. Donc du coup, si je prends toutes ces boîtes-là, parmi toutes ces boîtes-là, celles qui ont le rendement à 15% plutôt que celles qui ont le rendement à 10%, c'est mieux. Parce que je vais avoir 15% au final. Alors, le problème, c'est que la loi qui explique une grosse partie du monde, c'est pas une loi normale, c'est une loi de puissance. C'est un truc qui est comme ça. C'est-à-dire que très peu d'événements représentent 80% de la valeur. Pareto, il n'est pas Pareto Gauss. Pareto est effectivement la première approche de la haute puissance. Et en fait, Pareto, c'est en fait, tu vois, celui qui est le plus, enfin, qui a le plus milité là-dedans, c'est Mandelbrot. Benoît Mandelbrot, qui est celui qui a mis en avant les fractales. Je me méfie dans inventé parce qu'en fait,
connais bien Julia qui hurle de rage à chaque fois qu'on dépossède son grand-père ou arrière-grand-père, Julia, le professeur Julia, qui avait fait les séries que Mandelbrot a réutilisées après avec grâce à l'informatique. Et dont Mandelbrot avait été un élève. Et donc il a fini par lui rendre hommage, mais bien plus tard, et quand même, en fait c'était Julia, l'inventeur de la... Mais pourquoi je parle de fractales? Les fractales, c'est tous les événements qui se retrouvent, qui sont constitués d'eux-mêmes. Alors, là par exemple, on a une courbe sur laquelle on peut appliquer un Pareto et dire, voilà, il y a 80% qui représentent 20%, et puis il y a 20% qui représentent 80%. Mais dedans, il y a un autre 80% qui représente 20%, et comme ça monte jusqu'à là, il y a un 20%, donc de 20% de 20%, qui représente 80% de 80%. Et puis il y a un troisième 20% de 20%, et en fait on arrive à 1% des gens qui possèdent 50% de la richesse. Ben ça alors, c'est le truc contre lequel tout le monde hurle. Et ça a toujours été. Ça a toujours été, c'est-à-dire que la richesse suit une loi, de puissance, et ça a toujours été que 1% des gens possédaient 50%, c'est juste que c'est pas toujours les mêmes. Ça tourne. Donc c'est pas grave. Alors ça tourne plus ou moins selon les systèmes qu'ils mettent en place pour se protéger. Mais bon. Alors, si on est dans un monde qui suit la loi normale, alors on pense que le risque c'est pas grave. On pense qu'il faut être très très focus sur un métier, qu'il ne faut pas se diversifier. On pense qu'il faut s'endetter à mort, faire le plus d'acquisitions possible, etc. Si on croit que le monde est une loi de puissance, alors on dit je dois être capable de durer suffisamment longtemps pour rencontrer l'événement aberrant. Et quand je le rencontre, essayer de m'y accrocher. Donc je dois avoir une activité qui me permet de vivre mois après mois, et utiliser l'argent de cette activité pour lancer des trucs qui me permettent de décoller comme une fusée. Donc c'est une grande différence entre... c'est les activités qui suivent la loi normale, c'est-à-dire, par exemple, un restaurant. Un restaurant, ça suit la loi normale. C'est le nombre de couverts, le nombre de gens qui vivent autour, le nombre de bureaux qui existent autour, la concurrence qu'il y a, me permet de savoir que je vais gagner entre temps et temps. Et la probabilité que je gagne 10 fois plus est assez faible. Et la probabilité que je gagne 10 fois moins est assez faible. Donc c'est une activité qui suit une loi normale. Mais par exemple, le jour du 31, vous faire le chiffre maximum en une journée, comment ça rentre dans la loi? Mais, de toute façon, ça va être limité par le nombre de tables que tu as, par la capacité de ta cuisine, etc. Donc toi, ça fait que tu vas pas faire de 0 à 10 000. Tu peux faire de 0 à 10, tu vois, sur une journée. Donc ton restaurant, quand tu l'ouvres, tu sais à peu près ce que ça va donner, à peu près, dans les grandes masses. Mais entre là, il est dans une probabilité faible, il arrive une fois... non, mais il rentre dans une courbe de Gauss, voilà. Il rentre dans une courbe de Gauss, au 31, il arrive une fois tous les 365. Voilà. Et par contre, si avec cet argent, tu en profites pour faire un... Si avec cet argent, tu en profites pour lancer une franchise, là, une franchise, ça peut valoir des milliards comme McDonald's, comme ça peut valoir rien du tout comme la franchise du coin de la rue. Donc, tu as, sur une activité qui est purement gaussienne, tu peux mettre une activité de loi de puissance. Et donc, la raison veut qu'on équilibre ça. On joue avec les deux coins, voilà. C'est ça. Ouais. Mais la demande de l'investisseur, c'est ça. C'est prends le risque maximum.
Donc il va faire prendre à l'entrepreneur un risque maximum. Oui. Donc l'investissement en equity, c'est une dette. Hein, c'est une dette, c'est-à-dire que je mets de l'argent dans ta boîte et tu vas devoir me le rendre en vendant ta maison à la fin. Et comme quand tu peux pas rendre, quand tu peux pas payer tes intérêts à la banque, elle saisit ta maison, elle vend la maison et elle prend sa part là-dedans. C'est une dette. Et ce d'autant plus qu'il y a des façons d'investir qui disent les premiers millions sont pour nous et après on se les partage. Donc c'est d'autant plus une dette en fait. La façon de voir le futur, c'est-à-dire la façon de savoir comment on se développe, le fonds d'investissement il dit moi vous m'avez présenté un business plan, on reste dessus. Donc c'est rester focus. Faites pas d'activités annexes. Ça ne m'intéresse pas parce que j'y crois pas. Parallèlement, ça ne m'intéresse pas non plus parce que je perds du contrôle sur vous. Puisque si jamais vous avez une activité qui vous permet de vivre, vous n'avez plus besoin de mon argent, donc j'ai moins la possibilité de vous gérer. Et puis, donc l'aspect focus, ils y croient. L'aspect endettement, ils font tout leur possible pour qu'on soit dedans. Et puis, ils vont pousser à l'acquisition, à la création de tout de suite de filiales partout, au développement à grande vitesse, là où les gens normaux, ils vont pas à pas parce qu'ils savent qu'ils savent pas. Parce que quelque part, ils s'en foutent un peu que je réussisse ou pas. En tant qu'entrepreneur. Oui. Enfin, ils ont besoin qu'il y ait un tu es dans ce fameux grand panier où au final, ça va s'équilibrer. C'est ça. Et ça s'équilibre pas. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je ne m'en fous pas parce que c'est ma boîte, mais voilà. si ça, alors, ils s'en foutent un peu. Voilà. T'es un pion pour eux, en fait. Bon. Alors donc, revenons sur l'ensemble du truc. Dis donc, en tant que bon formateur, est-ce que tu prévois une petite pause? Oui. Et il n'y a pas donné les horaires des repas. Non, on va faire une petite pause dans une minute, puisque en fait j'en finis avec la question de l'autonomie. Parce que là je vous montre des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas. La logique de ce côté. Voilà. Mais eux prétendent laisser l'autonomie. C'est-à-dire que quand on va les voir, ils disent non mais justement on vous veut vous autonome parce qu'on n'est pas capable de vous gérer. Ils le prétendent, ouais c'est toujours bleu, ils le prétendent, mais peuvent-ils le faire? Est-ce qu'ils peuvent laisser l'autonomie réellement? Alors, quand on regarde l'ensemble de leurs caractéristiques, ils veulent sortir dans 5 ans, donc du coup, il y a une question d'autonomie à 5 ans. Ils veulent montrer à leurs investisseurs qu'ils ont bien fait le boulot, donc du coup, l'autonomie est en cause. Ils veulent montrer qu'ils ont bien vérifié qu'il n'y ait pas de dérive, qu'on suivait bien le business plan, etc. Donc, l'autonomie va être en cause. Et ils croient à un monde dans lequel il faut être très concentré, aller le plus vite possible et s'endetter si nécessaire. Donc, ils sont dans ce moment où on pousse les entrepreneurs à une direction plutôt qu'à l'autre. Donc fondamentalement, il ne va pas y avoir cette autonomie. Alors, on verra, enfin on peut discuter pendant la pause de toutes les différentes façons qu'ils ont de priver l'entrepreneur d'autonomie. Mais déjà, conceptuellement, il ne peut pas y avoir l'autonomie qui c'est une fausse autonomie, c'est le goût de l'autonomie. Voilà, ça ne va pas être possible dans la façon même qui les structure. Oui, c'est des logiques complètement différentes. Un des points, c'est que les VC viennent généralement avec des advisors au board. Par exemple. Ils proposent des mecs. Et justement,
un des bons moyens, enfin, j'imagine, c'est de désamorcer ça en préparant son board à l'avance, avec des business angels qui on croit et qui vont justement suivre le projet en ayant juste voilà, un droit de conseil et de... Alors, dans les difficultés, il y a le fait qu'ils ont une pensée qui est pervasive. C'est-à-dire que souvent... Pervasive, qui est présente partout. Une pensée unique. Oui, ils ont des convictions très fortes, c'est ça qu'on trouve. Non, c'est que leurs idées sont l'idée générale. Donc il y a une grande chance pour que les investisseurs qu'on mette, enfin les advisors qu'on mette, se rencontrent sur l'idée des VC, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent sur l'idée qu'ils restent concentrés sur ton business, commence pas à te diversifier, va plus vite parce que tu as les moyens, donc il faut que tu ailles vite. Et que c'est les gens qui vont vite qui gagnent, etc. Donc, bon, si tu arrives à trouver des gens qui ne sont pas, comment dire, pollués par ce courant de pensée, effectivement. Mais pour autant, eux vont chercher à préserver leur capacité à influer, puisqu'ils sont payés pour ça. Ils sont payés par des gens assez chers pour dire non mais attendez, ce dossier-là, il s'est planté, mais on peut vous dire que c'est pas de notre faute. Parce que quand on avait fait l'investissement, on avait bien vérifié que ça. Quand tout au long de la vie de la boîte, on a bien vérifié qu'il a bien utilisé l'argent comme ci, comme ça. Et donc du coup, c'est bon. Nous, on a fait notre job. Or, par rapport à ton business plan, la boîte, elle va changer 10 fois de direction. Et chacun de ces changements de direction, il faut revendre à nouveau un business plan. Donc la probabilité qu'il ne l'accepte pas est forte. Okay. Donc tu vas te retrouver concrètement face à des gens qui vont à un moment te dire non, on fait comme nous on dit. Sauf si nous, on a préparé le terrain et... Non mais tu as beau préparer le terrain, tu vas devoir revendre le business plan à chaque fois que tu vas changer. Mais c'est-à-dire que juridiquement, ils arrivent à te verrouiller, toujours. Mais non, ils ont un pouvoir d'influence énorme, je dirais, parce que ils pensent savoir, alors et toi tu sais pas, en tant qu'entrepreneur. Ouais, alors ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Oui, ils introduisent des clauses qui disent on est bien d'accord que pour toutes les décisions qui ne sont pas dans le business plan et au-dessus de tel montant, nous on a un droit de veto. Parce qu'on te met 4 millions sur la table, et si jamais tu utilises les 4 millions pour aller à la plage, tu sais, la vie est dure. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, donc tu dis c'est vrai, c'est normal qu'ils regardent que je ne vais pas à la plage. Voilà. Mais la définition d'aller à la plage, tu veux... Oui. Mais tout ça, c'est systématique dans toutes les négos, en fait, avec les... Oui. Oui, la base de la négo, c'est je mets de l'argent sur la table alors qu'il n'y a rien. Je mets 5 millions et il n'y a rien. Ouais. Après, c'est à nous de valoriser le truc. Non, c'est pas que tu valorises ou pas, c'est que tu me dis qu'il y a un business plan, bah d'accord, on est bien d'accord, donc on reste sur le business plan. Et tu es obligé de respecter ton business plan, même si tu as des opportunités et ailleurs. Et même si la vie est fait qu'on s'aperçoit que le business plan n'est pas la solution. Ce qui est quand même souvent le cas au début, enfin même peut-être toujours. À tout moment. À tout moment. Oui, enfin, dans un monde. À tout moment, oui. Peut-être encore plus. Enfin, oui, t'as raison. Mais si on regarde les plus belles boîtes